internationale de philosophie aujourd'hui, 35 ans après sa fondation. C'était sur cette à partir de cette double question que nous avons proposé donc de discuter avec Bernard Stiegler. Et Bernard a été directeur de programme au Collège international de philosophie, dans les premières directions de programme du Collège international de philosophie. Et pour avoir discuté parfois avec lui du collège, il m'a dit combien le collège avait compté dans sa propre œuvre philosophique. Merci infiniment d'être ici. Je voulais simplement, pour introduire ce second temps, relire un tout petit texte de Jacques Derrida que j'ai retrouvé dans du droit à la philosophie, paru en 1990, si ma mémoire est bonne, et qui reprenait les propositions du greffe et qui ouvrait sur ce que pourrait être le collège. Derrida écrivait « Le professeur de philosophie enseignerait ce qu'on entend à appeler au sens strict la philosophie institutionnelle, mais d'autre part, en accord avec les représentants d'autres disciplines, selon des formes inédites, sur des contenus nouveaux et encore peu ou mal représentés, dans la distribution actuelle des champs d'enseignement, quelque chose serait pratiqué autant d'enseigner qui rassemblerait à la pensée les limites de la philosophie, si possible hors programme et avec le plus grand sens possible de l'innovation, de l'invention en commun. Dans cet espace à frayer, les philosophes et la philosophie, au sens le plus large et le plus nouveau du terme, auraient leur part, une part non prépondérante, dans un ensemble qui serait à la disposition de tous les enseignants et de tous les élèves. Cela, écrit Derrida, suppose une refonte profonde du système et des mœurs, à l'école et ailleurs. Et il me semble très clair à relire ce texte aujourd'hui que cet ailleurs, que Derrida a appelé de ses voeux en 1975, bien, il a pris la forme du Collège international de philosophie. Voilà ce qu'était la proposition, le projet de Jacques Derrida et des autres fondateurs du Collège international de philosophie pour le collège en 1983. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est celle de la place du collège aujourd'hui, en 2018, et celle de la place de la philosophie, d'une philosophie qui ne resterait pas confinée dans l'enceinte de la classe de philosophie, aussi sacrée soit-elle. Quelle place pour la philosophie aujourd'hui? Merci Isabelle, merci pour votre invitation. Merci à toutes les personnes qui sont présentes d'assister à quelque chose qui ressemble à une cérémonie un peu intimidante, nostalgique. Quand Isabelle m'a fait cette proposition et qu'elle a écrit aussi à Jean-Luc, à Jacques Ancière, qui a aussi participé au départ à l'ING du Badger, nous avons échangé sur quoi nous allions parler. Moi, j'ai proposé de parler du devoir de la philosophie. Pourquoi? Parce que, d'abord parce que j'ai commencé à entamer une discussion avec le Kingston College sur ce sujet il y a 4 ou 5 ans maintenant à Londres et ensuite à Princeton, dans la mesure où Kingston College voulait relancer la question du droit à la philosophie. Évidemment, c'était lié à la situation en Grande-Bretagne. À ce moment-là, il y avait une remise en cause, dont j'ai d'ailleurs aussi fait les frais, puisque j'étais à Goldsmiths College à ce moment-là, etc. Mais j'ai pris la liberté de dire à mes interlocuteurs que cette question du droit à la philosophie était peut-être un peu anachronique. Et que pour moi, autant, par exemple, comme vous venez de le dire, le collège a été engendré par le greffe, les états généraux de la philosophie, toute une lutte qui s'était menée dans le cadre de la réforme Abbey, tout un travail. C'est juste qu'on est en train de dire en ce moment, d'ailleurs, sur un registre un peu différent, mais peut-être, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en dire un petit mot. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la question peut être posée dans ces termes-là. Je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est vraiment quel est le devoir de la philosophie. Car nous sommes dans une situation que je ne voudrais pas être dramatisant et grandiloquent, mais que jamais qu'une philosophie n'a pu connaître, qui est d'une gravité absolument incommensurable. Incommensurable, par exemple, parce qu'était la question de l'avenir de la philosophie dans les années 1970 en France, que la question de l'avenir de la philosophie dans les années 2000 en Grande-Bretagne. Nous sommes
c'est improvisé, hein, on n'avait pas imaginé de faire des conférences aujourd'hui, c'était plutôt d'ouvrir une discussion avec Judith Butler, avec Jean-Luc. J'avais un peu réfléchi aussi dans l'optique d'une discussion avec Jean-Luc aussi, puisqu'il y a longtemps nous tournons autour de certains sujets. Je m'étais dit c'est l'occasion d'en parler en public, mais je crois que la question aujourd'hui se pose à la philosophie comme jamais de cette phrase de Gilles Deleuze qui a terminé cette réactivation des archives qui était si importante chez Husserl et pour Derrida dans Husserl. Il faut être digne de ce qui nous arrive. Donc la question pour moi aujourd'hui, ce ne serait pas le droit à la philosophie, ce ne serait même pas tout à fait le devoir de la philosophie, ce serait qu'est-ce que la dignité de la philosophie dans une situation où il faut quand même bien souligner qu'elle est celle d'une très grande intimité, massive, incroyable, colossale, écrasante, accablante. Alors, si on voulait réfléchir à ça, si on doit réfléchir à ça, je n'ai pas peur d'oublier le mot, d'utiliser ce verbe, devoir, il faut d'abord réfléchir à ce que signifie le verbe arriver. Et aujourd'hui, arriver, bon, il y a eu Badiou aussi tout à l'heure, l'événement, etc. Tout ça, ce sont des questions qui ont été beaucoup posées au sein du collège, par exemple, ce que veut dire arriver. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question de l'arrivée, de ce qui arrive, nous arrive comme jamais. Ben voilà ce qui nous arrive là. Et il nous arrive, je ne dis pas ça. Et elle nous arrive, cette question, dans une expérience du devenir et du flux, qui était un nom du devenir chez Nietzsche, le flux, voilà. Comme l'a rappelé Barbara Stiegler, quelqu'un de passant, je fais un peu de népotisme. Je pense qu'aujourd'hui, ces questions-là doivent être reposées dans un contexte qui est ce qu'on appelle l'anthropocène, et que l'anthropocène est un impératif. Être digne de ce qui nous arrive aujourd'hui et poser la question de la dignité philosophique aujourd'hui, c'est incontournablement se confronter à cette question de l'anthropocène. Alors, je pense que cette question de l'anthropocène bouscule presque toutes les questions de la philosophie depuis son début. Elle ne peut pas se poser cette question au début de la philosophie. Elle peut se poser peut-être dans la tragédie dont parlait Philippe là-bas. Elle peut peut-être se poser comme question d'une hubris à un niveau absolument inimaginable et donc on se dit mais en même temps, peut-être que c'est ça dans Hölderlin, sans venir quelque chose, etc. Quoi qu'il en soit, elle se pose à nous précisément dans un contexte qui n'est pas celui de Hölderlin, qui n'est pas celui des interprétations que Heidegger propose Hölderlin, etc., etc. Et je dois dire beaucoup. Je vais essayer de ne pas être long et laisser Judith Butler intervenir, mais elle se pose à nous dans un contexte où, je crois, ça c'est la thèse que je veux défendre ici ce soir. Au collège, on défendait des thèses, on s'affrontait, on s'écoutait. Voilà, je dis ça parce que c'était vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Je souhaite poser une thèse comme je le faisais à l'époque où j'étais au collège. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons à nous confronter à la question de l'entropie. Et à la question de l'entropie telle qu'elle se pose à travers la technologie, dans des termes que jamais, jusqu'à maintenant, les théoriciens d'entropie n'avaient pu formuler. Je dis cela d'ailleurs en relation à Lyotard, non pas d'avoir fait référence à mes travaux, mais Lyotard est un des seuls qui a posé la question de l'entropie. J'ai essayé de pousser Jacques Derrida, peut-être que Sam Weber, qui est ici présent, pourrait attester aussi ça, parce que je sais qu'il était en étroite discussion avec Derrida à l'époque de spéculation de Freud, de la carte postale, etc. Mais Derrida, comme l'a souligné Alain Lambert un jour, a dit dans une note,
Freud parle de l'entropie, mais laissons tomber ce cas. Et ça, je pense que c'est très problématique. Et que c'est un devoir pour nous de nous confronter à ces questions et aussi de nous souvenir que Dieu nous a tenté de s'approcher de cette question, mais il a reculé ensuite parce qu'il était un peu égaré, je crois, dans les structures participatives. Là, ça nous conduit à des questions d'épistémologie, je ne vais pas les traiter maintenant parce qu'on n'en a pas tout le temps. J'avais préparé des choses là-dessus. Peut-être pour revenir à ce que Bernard Stiegler disait à l'instant, et peut-être aussi pour éclairer peut-être le public, peut-être que Bernard, vous pourriez préciser un tout petit peu ce que vous entendez et par anthropocène et peut-être même par entropie, simplement pour éclairer le public ici, et peut-être cette affaire de dignité de la philosophie, et peut-être poser la question dans des termes presque plus directs autour de la question du collège. Ce serait quoi la dignité pour un collège international de philosophie aujourd'hui? Alors, je vais répondre à votre question. Donc, je vais essayer de préciser ce que j'appelle et entropie et anthropocène. Mais je vais aussi ajouter ce que je voulais dire par ailleurs, et que j'avais interrompu parce que Julie était là et que je me disais qu'il fallait mieux qu'on discute. Mais il y a quelque chose que dit Friedrich Nietzsche très très tôt, 1872. La philosophie a commencé par l'étonnement. Nous devons commencer par l'effroi. Je dis ça parce que je pense que Nietzsche, j'ai une thèse qui croise un petit peu ce que dit Paolo Di Iorio, mais en même temps je ne suis pas du tout d'accord avec ses conclusions. Nietzsche a beaucoup lu les théoriciens d'entropie. En 1872, Klaus Nuss est déjà connu depuis 7 ans. Boltzmann est en train de préparer sa théorie. Alors, la théorie d'entropie, c'est un bouleversement absolu de la cosmologie, de toute la physique, de l'être, de toute ontologie. Tout le cadre qui était à l'origine des cosmologies, des théologies, de la philosophie, de la science, etc., a été explosé. Et le jeune Nietzsche le vit comme. Hier, un ami me disait, un ami de Strasbourg me disait, c'est peut-être la 4e humiliation de l'humanité, après Copernic, Darwin, Freud. Quatrièmement, il y aurait l'entropie, qui serait pas simplement l'humiliation de l'humanité, mais l'humiliation de l'univers en totalité. Puisque l'entropie, c'est donc très important de rappeler une loi dite de thermodynamique. La thermodynamique commence par l'étude de l'entropie, qui a été identifiée pas comme loi encore, mais comme, disons, question technologique par un ingénieur français qui s'appelle Sadi Carnot, qui a mis au jour que l'énergie d'une machine à vapeur était irréversiblement dissipée, et qui a conduit ensuite, à travers des travaux de toutes sortes de chercheurs anglais, allemands surtout, Lord Kelvin, Thomson, puis Clausius, Boltzmann, etc., à la formulation de ce qu'on appelle la théorie d'entropie, dont il faut même rappeler que c'est important que Einstein disait c'est la première loi de la physique. On ne prend pas aujourd'hui cette dimension-là de l'univers en compte, on ne prend rien en compte du tout de la physique moderne. Et bien cette loi de la physique, Nietzsche l'a contestée, l'a combattue. Alors moi je crois, en anticipant que Schrödinger dira en 1944, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui échappe à l'entropie, c'est la vie. Enfin, qui échappe pas, mais qui la diffère. Et j'essaie de dire Derrida, la différence avec l'art de Derrida, comme une question d'entropie et de l'entropie. Ce Derrida, lui, l'a pas fait. Il a refusé de le faire. J'ai une interprétation de ce refus, mais je ne vais pas en parler maintenant, on n'a pas le temps. En revanche, ce que je voudrais ajouter, c'est que Nietzsche a combattu l'entropie. Heidegger aussi, Heidegger, pour des raisons qui sont, à mon avis, beaucoup plus cybernétiques, a systématiquement, si j'ose dire, censuré le débat autour de l'entropie, alors que Heidegger, comme je disais tout à l'heure, autour de notre discussion, avait une connaissance très bonne de la physique, donc ça savait très très bien ce que c'était que l'entropie. Et je me demande pourquoi, enfin je me demande, j'ai des hypothèses sur les raisons pour lesquelles ça s'est ainsi passé. Mais ce que je veux dire par contre, et peut-être que après j'essaierai de répondre à votre question sur qu'est-ce que ça veut dire pour le collège de philosophie,
que par exemple, ce que serait la dignité de philosopher, je voudrais poser que tout ça a conduit à une interprétation en France. Tout ça veut dire cette élimination, j'ai entendu, à une interprétation de Nietzsche qui a gommé le point de départ tragique de Nietzsche. C'est-à-dire que si on ne parle pas de l'effroi, on ne peut pas dire oui au devenir. C'est en surmontant l'effroi, et ça c'est ce que raconte Zarathustra. Je viens d'écrire un texte qui est un commentaire, si je puis dire, du commentaire que Heidegger propose de Zarathustra dans Races Lagenkan, et je pense que la question fondamentale de Zarathustra, c'est de surmonter l'épreuve de cet effroi qui survient, alors c'est plus en 1872, c'est beaucoup plus tard, mais qui a habité Nietzsche du début jusqu'à la fin. C'est un tragique Nietzsche. Et quand on pose en 1980 en France que Nietzsche c'est celui qui dit oui au devenir, absolument toujours oui, etc., on efface le point de départ de Nietzsche. On efface ce qu'il dit. Il dit qu'il faut commencer par l'effroi. Alors maintenant, nous sommes effrayés. Nous sommes dans l'effroi. Nous disons que Trump, même Shakespeare n'aurait pas pu l'imaginer. Ça dépasse l'imagination même de Shakespeare. Voilà. Et c'est pas digne d'ailleurs d'entrer dans l'imagination de Shakespeare. Mais nous sommes confrontés à cette indignité-là, qui est aussi une question que j'aurais voulu débattre avec Nancy, la question de l'immonde. Et pour poser aussi les questions de l'entropie dans le monde. Il a écrit un livre, Nancy, en dialogue avec un astrophysicien, Aurélien Barraud, qui est aussi philosophe, et qui tourne autour de ces questions du chaos, du flux et de toutes ces questions-là. D'ailleurs, nous allons faire une discussion au mois de décembre autour de cela. Alors, qu'est-ce qu'on doit tirer de tout cela aujourd'hui pour le collège? Si j'ai du truculent, je sais répondre à votre question. C'est-à-dire pas seulement pour le collège, pour le plaisir de parler du collège, de ramener le collège, mais pour ce lieu qui a été pensé depuis 1975 et surtout depuis 1983, comme le lieu, comme l'invention d'une espèce de cora, d'un lieu ouvert, d'un lieu qui se confronterait, qui laisserait la place à l'ailleurs, qui accueillerait l'étranger dans toutes ses dimensions. Ce lieu-là, si on l'appelle collège, si son nom, l'un de ses noms, c'est collège, quelle place aurait pour la philosophie ou pour un tel lieu où la philosophie pourrait se pratiquer aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut connecter ça avec une discussion qui est en ce moment sur l'enseignement de la philosophie au lycée. Parce que si j'ai dû dire tout à l'heure qu'on n'était plus du tout dans les années 70 ou 80, qu'il ne fallait pas revenir à revendiquer le droit à la philosophie, le greffe et tout ça, il faut relire par contre. En revanche, nous sommes à nouveau confrontés à une question que je parle pour la France en ce moment, mais ça peut se poser dans d'autres pays, de quel est l'avenir de la philosophie, d'abord dans l'enseignement secondaire. Et ce que je crois, c'est que si on veut répondre à cette question, il faut reprendre le rapport bleu, le fameux rapport co-signé par donc Châtelet, Faye, Michel Deguy. Pardon? Michel Deguy aussi. Michel Deguy, il a signé le rapport bleu. Il est aussi. Ah non, je ne savais pas ça alors. Et donc elle est là. Et je pense qu'il faut critiquer ça. Il faut le critiquer dans un sens philosophique, c'est-à-dire qu'il faut en faire une lecture. Je ne sais pas, comme Kant essayait de lire Hume, voilà. Parce que Hume c'est très bien, mais c'est pas Kant. Et que après Hume arrive Kant, et après Kant arrive, etc. Il faut qu'il arrive quelque chose. Il faut être digne de ce qui nous arrive, c'est faire arriver quelque chose. Il faut que nous fassions arriver quelque chose. Et là, pour ça, je crois, j'avais parlé de ça dans un livre qui s'appelle État de choc, je crois qu'il faut relire le rapport bleu. Pourquoi est-ce qu'il faut le relire? Alors, on a du mal à le relire pour l'instant parce qu'il n'est plus disponible, le rapport bleu, mais le collège a pris la décision de le republier. C'est une bonne nouvelle. Et je pense qu'il faut le relire. Là, on parle de l'interscience. Je dois dire que moi j'ai beaucoup bénéficié du collège, à tous les gars, qui m'a vraiment accueilli, pour le coup, comme un oiseau sans nid. Et Lyotard en particulier m'a très bien accueilli. Et Lyotard était très attentif à la question que je vais essayer de poser maintenant. L'interscience, c'est la technologie. Aujourd'hui, on pose le problème de l'enseignement de la philosophie
philosophie au collège, au lycée en France. Moi, je soutiens trois choses. Premièrement, est-il sérieux de continuer à enseigner la philosophie sans enseigner l'ethnologie? Je veux dire par là que les sciences sociales et l'ethnologie en particulier depuis la fin du XIXe siècle vont apporter des questions absolument fondamentales qui ne sont pas des questions philosophes, ce sont des questions d'ethnologue. Et je pense qu'il faut confronter la philosophie à ce dehors-là qui la nourrit, il doit la nourrir. Et donc la question des sciences humaines de la société, des sciences sociales en général, mais en particulier de l'ethnologie, surtout à une époque où la question de l'étranger, de la régression, de la xénophobie, etc. se pose, ça me paraît absolument fondamental de l'introduire, et on peut l'introduire tôt au collège, bien avant le lycée. Mais je pense qu'il faut le faire, pourquoi faire? Pour amener ensuite la philosophie à questionner le monde contemporain avec le savoir contemporain. Et donc on ne peut pas, par exemple, si on lit Kant, si on interprète Kant, un prof de philo, n'importe quel prof de philo en terminale, enseigne Kant, c'est indispensable de le faire. On doit enseigner donc la question de la théorie des catégories, d'abord d'Aristote puis de Kant. Mais à ce moment-là, c'est très intéressant de lire l'introduction que Durkheim propose des formes de commentaires de la vie religieuse, où il dit, mais quand on fait de l'ethnologie, la question des catégories ne peut plus se poser comme ça. Bernard Stiegler, Jacques Derrida, tous ces directeurs de programme participaient aussi du public du collège. Et là, je voudrais dire quelque chose qui me tient à cœur. Barbara Cassin, ici présente, de son souvenir. D'ailleurs, nous avions organisé une discussion à l'époque du collège, des extraits qu'on a écoutés, etc. Je travaillais dans la Bibliothèque nationale de France, et ensuite pour l'INA. Et je soutenais que la question des archives était absolument fondamentale. Si je tiens à le souligner, c'est d'abord parce que précisément ce soir est une soirée un peu exceptionnelle par rapport à la question des archives, et les gens de cette salle qui connaissent bien ces questions, on a travaillé ensemble avec Claude Moussou en particulier qui est là, Anna. Mais si je tiens à le souligner, c'est pour continuer à répondre à votre question. Et développer ce que je disais tout à l'heure sur l'interscience, dont nous disions avec Jean-François Lyotard, l'interscience c'est la technologie, c'est-à-dire la pharmacone. Je le dis parce que je posais le problème de la philosophie aujourd'hui au lycée. C'est très très important, la place de la philosophie dans ces classes qui ne sont pas encore à l'université. C'est extrêmement important. Ce qui a fait une singularité de la France, c'était précisément cette conception de la classe terminale. Il faudrait parler d'Italie, qui avait une conception différente, et de Gentile qui avait développé. C'est très 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 important cette question. Et évidemment, si jamais on interrompait ces enseignements, ce serait absolument catastrophique pour l'université. Ce serait absolument catastrophique. J'enseigne moi en Asie, et j'ai des étudiants qui n'ont jamais étudié la philosophie, et c'est compliqué. Voilà. Pour moi, c'est très difficile. Alors, si je dis cela, c'est pour maintenant ajouter un point. En France, ça doit être pas, c'est pareil en Allemagne, c'est aussi le cas en Italie, je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais en France, il y a dès le collège ce qu'on appelle le cours de technologie. Le cours de technologie est une catastrophe. Il est donné à des professeurs, généralement de mathématiques ou de physique, qui ont, voilà, et il n'y a pas de programme officiel. Si vous allez voir les textes de l'éducation nationale, il n'y a pas de programme. Donc la technologie, c'est le collage. Or, la technologie, c'est la question aujourd'hui à laquelle nous sommes confrontés. Et c'est la question que la philosophie a refoulée pendant très longtemps, structurellement, au titre que c'était le sujet des sophistes. Et je pense qu'il est fondamental aujourd'hui que la philosophie, par exemple au sein du collège de philosophie, dans l'université, etc., travaille à repenser l'articulation des programmes en instantiant cette question de la technologie. Pourquoi? Parce que depuis un siècle et demi, il y a eu des travaux absolument fondamentaux sur la technologie. D'abord Marx. Marx était d'abord un discours sur la technologie. Ensuite, tout ce qui s'est développé au cours du XIXe siècle, à peu près à l'époque de Marx, puis tout ce qui s'est développé aussi bien en Allemagne, en France, aux États-Unis. En France en particulier, il y a trois penseurs extrêmement importants qui sont bien connus. Georges Canguilhem, qui est un penseur de la technologie.
André Leroi-Gourhan et Gilbert Simondon. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a en Union soviétique, par exemple, de très grands penseurs de la technologie qui ont fait des avancements comme Vygotsky. Et tout ça n'est pas réalité. Or, nous sommes. Qu'est-ce qui se passe du coup? Nous, les académiques, les profs de lycée, etc., nous sommes face à un marché qui est très outillé sur ces questions et nous sommes totalement bloqués. Et c'est catastrophique. Donc je pense que c'est un devoir de la philosophie de poser ces questions et les questions d'entropie. Pourquoi? Parce que la technologie produit de l'entropie et de l'entropie. Et que par conséquent, il y a là une question, un programme de travail qui, je crois, s'impose à nous dans un contexte très particulier, qui est celui du GIEC, qui nous dit maintenant, c'est tout de suite qu'il faut s'engager dans des processus de changement fondamentaux, parce que la situation est désespérée. Alors c'est tant mieux, parce que le collège vient de monter ce projet Archives, qui est précisément un projet qui pense les enjeux technico-politiques, politico-techniques de l'archive numérique. Donc c'est notamment l'enjeu qui est soutenu par la commune UPL, celui de penser les incidences, les effets politiques de la transformation de l'archive à l'ère numérique. Et là, ça me très important ce que disait Sylviane Agansky, comme elle disait tout à l'heure, qui parlait de devenir musée de toutes choses. C'est Facebook qui fait ça aujourd'hui. Et je veux dire par là que devenir musée de toutes choses, ça voulait dire, c'était un colloque auquel j'ai participé, je m'en souviens très bien, donc c'était une première qui portait Jean Nouvéa, etc., qui s'était porté avec évidemment une, comment dire, si je veux dire, c'est un peu ridicule, un a priori favorable sur le musée, mais en même temps, c'était avec l'arrière-plan de ce que Curtius, etc., disait contre le musée, et qui était que le musée devait évidemment écrabouiller les œuvres, enfin les détruire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que je rebondis sur ce que vous dites à propos de l'archive, la technologie dont nous parlons, cette technologie, par exemple, qui n'a pas très bien fonctionné là avec Julie Baldor, c'est une technologie de l'archive en temps réel, etc. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui est surdéterminé par ça. Voilà. Donc cette question de l'archive et de la technique, c'est-à-dire de la même et de la technique, est absolument capitale. C'est d'ailleurs aussi la question que Heidegger met au cœur de la Sainte. Merci beaucoup. Peut-être on va s'arrêter là. Merci infiniment Bernard Stiegler